laisse la parole avec une transition toute faite pour notre ami maître Rémi Desmarais, parce que je crois savoir que tu dois nous parler également de ce qui reste de la place de l'oralité, de la manière de concevoir la justice administrative en ces temps difficiles également de ce point de vue. Alors oui, d'ailleurs, je te remercie, Marc, de m'avoir invité à cette émission. Et j'étais en train de lire un livre d'un historien américain, McNeill, sur Plagues and People, qui parlait justement de la place de l'épidémie dans les sociétés et qui disait que l'épidémie a quelque chose un révélateur des dysfonctionnements des sociétés. Et je me suis dit, quel est le révélateur du dysfonctionnement de la société d'un point de vue juridique? Et j'en ai relevé trois qui me paraissaient les plus importants. C'était d'une part une espèce de frénésie législative, ou en l'espèce d'ordonnances, avec énormément d'ordonnances. Une deuxième partie sur la singularité du droit de l'urbanisme, qui était véritablement mise en lumière à travers plusieurs ordonnances qui ont été prises par le gouvernement. Et enfin, un grand écart entre les différents ordres juridictionnels. On parlait du pénal, on parlait du civil, et ce qu'on va voir, c'est que la juridiction administrative a quand même continué à travailler grâce à la numérisation qui avait été mise en œuvre par le Conseil d'État à marche forcée. Mais la première chose, c'était la frénésie législative, la frénésie des ordonnances. C'est-à-dire qu'il y a eu 51 ordonnances qui ont été prises depuis le début de l'état d'urgence sanitaire. Certes, elles étaient justifiées. On va dire que c'est des causes objectives, comme disait le Conseil d'État en 91. Des causes objectives parce qu'il fallait établir un véritable cadre juridique par rapport à une situation inédite, comme le dit encore une fois le Conseil d'État. Mais on peut déplorer, encore une fois, un certain nombre d'ordonnances, de mesures à l'intérieur des ordonnances qui sont plus subjectives, qui sont des ordonnances d'opinion, on va dire, ou des décrets d'opinion. On pense notamment à un décret du 24 avril 2020 sur la vente de boîtes de nicotine dans les officines pharmaceutiques, où était-il nécessaire de prendre ce type de décret? Était-il nécessaire de prendre une norme pour réglementer cette question-là? Ou des normes qui sont, à notre sens, un peu plus dont l'impartialité est douteuse, notamment sur l'ordonnance relative à la commande publique, où lorsqu'il y a une suspension de marché public à forfait, il fallait rembourser, il fallait payer le solde intégral du marché. Et c'est ainsi un peu que le fonctionnement des ordonnances, on met des dispositions dont les acteurs du monde de la construction ont intégré au dernier moment, puisque cette disposition relative au marché public à forfait, par exemple, a une incidence énorme en pratique, et elle n'avait pas été débattue dans les commissions avant. Et elle a été apparue au dernier moment, personne n'a pu le débattre, et elle est aujourd'hui applicable en droit positif. Et alors on peut se poser une question, à savoir, est-ce qu'il fallait tout légiférer? Est-ce qu'il fallait prendre des ordonnances sur tout, ou prendre des dispositions qui étaient plus larges et qui pouvaient s'appliquer à un maximum de situations? Et c'est un peu ma transition avec la deuxième partie sur la singularité du droit de l'urbanisme, puisque le 25 mars 2020, le gouvernement a pris une ordonnance sur les délais, qui regroupait grosso modo une partie numéro 1 sur les délais de recours, avec une interruption de tous les délais de recours, et une suspension de toutes les instructions devant les administrations, commissions, etc. C'était une ordonnance qui avait un objet assez large et qui intéressait un ensemble de droits et de branches du droit, et de branches de situation surtout. Les professionnels du monde de l'immobilier sont montés au créneau et ont dit ce n'est pas possible de l'appliquer aux constructions, au monde de l'urbanisme, parce que sinon on attend trop vite, on ne va pas pouvoir relancer l'économie. Et là, on se retrouve une nouvelle fois sur la singularité du droit de l'urbanisme qui est pris en étau entre, d'une part, la nécessité de construire, la nécessité de la reprise économique, dont la construction est une part très importante de notre économie, et également la nécessité d'avoir ce droit au recours. Et c'est pour ça que le gouvernement a décidé de prendre une nouvelle ordonnance qui a décidé de créer un régime spécifique en matière de droit au recours et d'instruction des autorisations d'urbanisme, qui est un régime dérogatoire à celui de droit commun. Régime dérogatoire qui a été mis en alerte, notamment par l'avis du Conseil d'État du 4 mai dernier, où, compte tenu de la prorogation de l'état d'urgence, il a fallu déconnecter
les délais, la suspension des délais de recours et la suspension des délais d'instruction. Et spoil, là forcément, on va reprendre une nouvelle ordonnance pour déconnecter la période de l'état d'urgence sanitaire de la période des mesures exceptionnellement prises. Et là, je rejoins un intervenant de tout à l'heure qui disait que, en fait, l'état d'urgence sanitaire est totalement déconnecté des mesures qui sont prises pendant cet état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on avait un état d'urgence sanitaire qui devait durer 2 mois, enfin du 12 mars jusqu'au 24 mai, un peu plus de 2 mois, et les mesures devaient être dérogatoires pendant cette durée-là. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une myriade de périodes, période juridiquement protégée, une période pour les délais de recours, une période pour ceci, on continue 1 mois après, 2 mois après, 6 mois après. Et c'est vrai qu'on a du mal à avoir une lisibilité à travers tout ça. Si les mesures juridiques devaient être dérogatoires durant une période donnée, l'état d'urgence sanitaire, c'était légitime, c'était justifié. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des régimes dérogatoires sur une période de 2 mois, 3 mois plus 1, 3 mois plus 2. Et on a du mal à lire cette cohérence dans le gouvernement et on a de plus en plus l'impression que c'est au gré de certains groupes de pression qui choisissent qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui n'est pas prioritaire. Et quand je lis certains commentateurs du monde de la construction, notamment des représentants des grands groupes immobiliers, qui disent oui, mais il n'y a aucun service instructeur qui travaille aujourd'hui. Encore une fois, il y a des sondages qui sont sortis hier, 70% des collectivités, des groupements de collectivités travaillent et continuent à faire bien leur travail. Donc c'est vrai qu'on a du mal à trouver une justification, un régime dérogatoire, dans le régime dérogatoire, notamment du droit de l'urbanisme. Et encore une fois, je vais terminer par rapport à la place et au grand écart que la crise de l'état d'urgence sanitaire est révélateur. C'est que, notamment, cette distinction entre la juridiction administrative et la juridiction civile. Aujourd'hui, la juridiction administrative fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on a dématérialisé un ensemble de procédures. C'est-à-dire que nous, on a une application, on n'a pas RPVA, on a une application qui s'appelle Télérecours. Tout est dématérialisé. C'est-à-dire que nous, quand on dépose une requête ou qu'on répond à un mémoire en défense, c'est dématérialisé, les pièces sont dématérialisées, les juges ont accès n'importe où ils sont, enfin les magistrats n'importe où ils sont aux pièces, aux conclusions. Il y a des échanges qui se font entre parties, le greffe gère tous les échanges contradictoires, etc. Certes, il y a eu des dispositions spécifiques qui ont été prises pendant la crise d'état d'urgence sanitaire, notamment une absence d'audience, notamment pour les référés. On en a eu 2 au cabinet, par exemple, en période d'état d'urgence, un référé précontractuel et un référé suspension en matière d'urbanisme. Et ça s'est très bien passé. Il y a eu un échange, le magistrat s'est adapté, c'était un magistrat unique à chaque fois, le magistrat s'est adapté à proroger les délais d'instruction, a clôturé, a pris son ordonnance 2-3 jours après. Et la juridiction administrative a bien fonctionné parce qu'il y avait une numérisation. A contrario, j'avais un référé qui devait être plaidé au tribunal de commerce de Narbonne, et là, pas de nouvelles. Il ne se passe rien, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, ce qui est dommage, c'est que la crise d'état d'urgence sanitaire est révélateur en fait d'une différence telle entre les juridictions et notamment de la numérisation entre les juridictions. Et ce qui est regrettable, c'est que aujourd'hui, sur des matières qui sont semblables, où la technicité juridique est similaire, on a des audiences qui sont totalement à l'arrêt, des dossiers qui sont totalement à l'arrêt, alors que la juridiction administrative continue d'avancer. D'ailleurs, la publicité de toutes les ordonnances du Conseil d'État est assez révélatrice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les TA ont pris un certain nombre d'ordonnances qui ont connu une publicité sans précédent, le Conseil d'État également, alors que la juridiction judiciaire se fait un peu attendre. Et j'aimerais terminer simplement par un petit mot sur que la priorité du gouvernement n'a jamais été en réalité la justice, qu'elle soit administrative, pénale ou judiciaire, et que c'est un peu, je trouve, quand même déplorable que dans une telle situation de crise sanitaire exceptionnelle, on n'ait pas pris un peu de temps, et j'espère que le monde d'après, comme on dit,
laissera un peu plus de place à la justice, un peu plus de place aux moyens, notamment dans les juridictions pénales, notamment dans la juridiction civile, et que le retard, entre guillemets, qui a été révélé à travers la crise sanitaire puisse être rattrapé, notamment par une numérisation, notamment par plus de moyens, notamment des magistrats, puisque la justice, avant tout, c'est de lutter contre les inégalités, et des inégalités de toutes sortes, de l'administration, entre deux sociétés, au pénal, etc. Donc j'espère que ces trois moyens de révélation avec la crise, permettra d'y répondre dans les prochains mois et dans les prochaines semaines. Voilà. On l'espère aussi, mon cher Rémi. Merci d'avoir tenu le chrono tout en introduisant des éléments qui étaient évidemment pensés, j'ai l'impression, au fur et à mesure de ce que l'émission t'apportait comme ingrédient supplémentaire pour nous livrer tes pensées nocturnes. Je crains malheureusement que ces pensées soient non pas morbides, puisque tu finis sur une note d'espoir, mais quand même assez peu enthousiasmante, une fois de plus, sur le bilan qu'on est en train de dresser de cet état d'urgence. C'est-à-dire que de manière générale, depuis le début de l'émission, il y a une justification, tu l'as dit toi-même, avec des causes objectives, y compris pour les ordonnances qui sont prises pour la plupart en lien direct avec l'état d'urgence sanitaire, mais peut-être en dépit du fait qu'on ait à l'esprit la difficulté de l'art législatif, cela n'excuse pas le manque de considération pour les pôles essentiels que constitue normalement encore la justice, notamment. En tout cas, des trois interventions que vous avez proposées, je trouve que ça ressort assez nettement et tristement. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut, sauf si vous avez évidemment à cœur de réagir, mais notre fil écrit s'y prête particulièrement. Jean-Baptiste, encore toi? Oui, encore moins. Non, mais alors juste pour réagir et pour une réflexion, si je soumets à Jérémy, pour réagir à ce que dit Jérémy, la justice, c'est pas je sais pas pour opposer quoi que ce soit, mais la justice administrative, si la justice civile est le parent pauvre, la justice administrative est le cousin fortuné quand même de la justice, puisque les moyens de la justice administrative sont un peu meilleurs. Je ne veux pas dire qu'ils sont bons pour autant, mais d'ailleurs, il y a les calculs qui sont faits, la juridiction administrative est mieux dotée en proportion, pas en volume évidemment. Et d'où ça explique un meilleur équipement, et puis même des salles qui sont mieux conçues, enfin voilà, plein de choses. C'est dommage que les autres juridictions, je n'avais pas de le retirer ou de le critiquer pour la juridiction administrative, c'est juste dommage que les juges civils et pénaux n'aient pas la même chose. Et puis, alors on parle beaucoup des juges, hein, mais moi je dois partager ça avec Jérémy. Je suis frappé des difficultés qu'ont les avocats à transiger ou avoir recours à l'arbitrage. Donc, je sais que je suis aussi un convaincu de l'autre côté de l'Atlantique. C'est-à-dire que dans un certain nombre de dossiers de contentieux, il pourrait être facile de recourir à une transaction ou à un arbitrage. L'arbitrage, c'est peut-être plus compliqué dans la période actuelle, mais pour des contentieux plus importants, en tout cas, on pourrait l'envisager, pour éviter des reports qui sont aujourd'hui au mieux en 2021. C'est-à-dire qu'on laisse traîner les dates, les délais, et c'est très très difficile. Déjà, les avocats ne le proposent pas. Quand l'un le propose, l'autre le refuse en disant non, on attendra de voir. Pour parfois, en plus, des contentieux dont l'objet ou le montant est de quelques centaines d'euros. C'est-à-dire qu'on va encombrer les juridictions à moyen terme pour des litiges qui sont très faibles. Et je pense que c'est une erreur que font les avocats, je partage ça avec vous, parce que dans ce type-là, à défaut de pouvoir être choisi, la déjudiciarisation va être imposée. C'est-à-dire que quand on va prendre le constat de dire les audiences, maintenant c'est 2022, donc tout ce qui est à moins de 4 000 euros, ce qui a déjà été envisagé, ça va être dématérialisé sur une plateforme électronique et vous allez régler votre contentieux de cette façon-là. Je crains que ça soit quand même une mauvaise solution à défaut d'avoir trouvé une bonne transaction. Alors, si je peux me permettre de répondre, parce que je peux que acquiescer. Le problème, en fait, que moi je vois de plus en plus, c'est que certes, on a des points de vue différents sur le dossier, forcément, parce qu'on est deux parties différentes. Mais c'est qu'il y a un manque de dialogue en réalité avec un tiers, notamment le juge. C'est-à-dire que je trouvais ça très bien, j'en ai fait très peu, mais devant la juridiction prud'homale, c'est qu'il y a un juge au début qui prend en main le dossier et qui essaye de voir un petit peu en dialoguant avec les parties. Et je trouve que ce dialogue-là entre le juge et les parties, il est extrêmement manquant aujourd'hui. C'est-à-dire que l'avocat, lui, il va avoir son point de vue, le client va avoir son point de vue aussi. Et quand on va confronter les deux avocats adverses,
des fois, ils vont vouloir continuer pour continuer, ils ne vont pas s'entendre, simplement parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont raison ou qu'il y a des éléments extérieurs. J'ai un dossier en tête où il y a 4 irrecevabilités dans le dossier. C'est impossible de faire plus, c'est jugé 1000 fois par le Conseil d'État. Voilà. Et ils continuent à faire des recours. On a essayé de transiger. C'est pas possible parce qu'ils ont un intérêt, c'est-à-dire de retarder la construction. Parce que tant qu'il y a un recours, nous, on ne peut pas construire et lui, il est content. Et bien sûr qu'on pourrait transiger, mais ça, c'est un peu maladif parce que les deux parties il y a une partie qui a intérêt à faire perdurer le recours. Après, sur d'autres types de contentieux, de plus en plus, on a recours à la médiation. D'ailleurs, il y a eu un décret pour améliorer le code de justice administrative là-dessus, où maintenant on peut solliciter une médiation devant le juge administratif. Ça fonctionne plutôt bien, mais je pense qu'il faudrait accentuer la place du juge et le dialogue du juge, notamment dans la juridiction administrative. Parce qu'aujourd'hui, de ne pas pouvoir dialoguer avec le rapporteur public, de ne pas avoir accès à ses conclusions en amont, de ne pas pouvoir dialoguer tout simplement avec le juge, qui pourrait lui-même améliorer la pédagogie de ses décisions. C'est-à-dire, pourquoi vous êtes là? Moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y avait Parce que devant la juridiction administrative aussi, c'est une particularité, c'est qu'en première instance, on n'a pas besoin forcément d'avocat. Donc, il peut très bien écrire un simple courrier et le magistrat va requalifier un peu tous ses moyens. Et dans ces cas-là, le magistrat prend soin, pas systématiquement, mais souvent, d'expliquer sa décision, d'expliquer pourquoi il va juger comme ça. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant, parce que ça permet une meilleure compréhension, une meilleure acceptation surtout de la décision, qui est de plus en plus, à mon avis, problématique. Parce que si on limite la première instance, il n'y aura pas d'appel, et les cours d'appel pourront mieux juger, etc. Enfin, c'est important ce dialogue, je trouve. Et il manque de plus en plus. Merci pour cet instant de dialogue des branches. C'était tout à fait concret. Donc là, on ne pourra pas nous reprocher d'être déconnectés, nous, de cette réalité que vous avez bien incarnée. Jean-Baptiste, je te soupçonne d'être avocat à tes heures perdues entre 4 et 5 heures du matin et d'aller même jusqu'à plaider devant des juges qui ne sont pas naturels pour toi.